Bienvenue sur Un divan sur la lune, je suis Sandrine Vianne de Noël, psychosociologue et psychanalyste et je vais consacrer cet épisode à l'épuisement professionnel. Après quelques remarques d'ordre général, je vous proposerai quelques repérages à prendre avec la délicatesse qui s'impose quand on aborde la prévention d'ordre psychique en entreprise. Ce n'est pas la première fois dans l'environnement professionnel que s'introduit la psychopathologisation d'un symptôme dont le diagnostic ne devrait relever que d'un médecin ou d'un professionnel du champ psy. L'employeur ayant une obligation de moyens et de résultats en matière de prévention, de santé et de sécurité, doit donc faire le nécessaire pour que les salariés ne puissent pas développer un épuisement professionnel. Sa responsabilité pourrait en être engagée. La prévention doit porter sur les causes, mais finalement c'est le plus souvent sur les symptômes que se portent les axes de prévention. Repérer les premiers signes de l'épuisement chez un salarié est le plus souvent l'axe privilégié. Dans cette perspective, managers, collaborateurs doivent se doter de quelques connaissances afin de pouvoir épingler le plus tôt possible la difficulté d'un salarié qui prendra la forme de l'épuisement. Si j'utilise le mot épingler, ce n'est pas par hasard, car le burn-out est devenu ces dernières années une nomination diagnostique devenue presque banale. Or, des symptômes de burn-out peuvent venir masquer d'autres pathologies, voire d'autres psychopathologies. Le diagnostic différentiel ne peut se faire que par un médecin ou un psychologue, un psychanalyste. J'écarte d'emblée les coachs pseudo-psy ayant des connaissances très limitées en psychopathologie et ceux qui ont fait de leur expérience singulière de burn-out une approche pseudo-clinique valable pour tous. Du côté des causes, la charge de travail est souvent la principale responsable, quelles que soient les raisons de la charge. Charge contingente ou chronique de l'activité, la charge due à l'absence de collaborateurs, au non-remplacement des départs, organisation obsolète. Les raisons peuvent être nombreuses. Dans mon expérience d'intervention sur des collectifs ou des accompagnements individuels, j'ai aussi pu mettre en évidence une façon de traiter la charge par les managers et la ligne hiérarchique qui vient accentuer ou pas les difficultés face à la charge de travail. En effet, la façon dont le manager traite en termes de solutions concrètes et d'arbitrage et sa manière relationnelle de prendre en compte les difficultés des collaborateurs et de l'accueil qu'il fera de la parole et de son interprétation seront primordiales pour éviter le processus de l'épuisement. L'accueil de cette parole particulière s'apprend, car les écueils sont fréquents. J'ai pu identifier de nombreuses maladresses des managers de cette écoute interprétative. Maladresse due au manque de connaissance des faits psychiques en jeu, mais aussi d'un manque d'une approche simple pour une analyse de l'activité pertinente. Je ne vais pas plus loin concernant la charge de travail, je consacrerai un autre épisode et vous proposerai une façon d'analyser l'activité pour mieux prévenir la charge de travail et mieux l'arbitrer et avoir une approche relationnelle adaptée à chaque situation. Mais pour l'instant, revenons à l'approche symptomatique. L'objectif est de pouvoir suggérer à la personne en difficulté de s'adresser aux professionnels qui prendront le relais sur l'approche médicale et psychique. Une sorte de position sentinelle. Parenthèse pour les professionnels des ressources humaines, est-ce que l'ensemble des collaborateurs connaissent le process pour pouvoir alerter avec la confidentialité qui s'impose le mal-être d'un collaborateur? Car en matière d'épuisement professionnel, l'affaire n'est pas si simple. L'éthique est en jeu, dire ou pas, dévoiler une situation alors que la personne n'en dit rien. Quelles seront les conséquences pour elle, pour l'équipe, le manager? Une série de questions qui doivent être débattues afin que ce process ne fasse pas de dégâts collatéraux ou sur la personne elle-même. Car en matière de prévention, la manière de traiter le problème fait partie intégrante de la prévention et représente souvent une partie délicate. Je pense par exemple aux enquêtes internes réalisées dans le cadre des risques psychosociaux qui peuvent rajouter du mal-être au mal-être. Je vous mets en garde également sur la simplification qui entraînerait de faux repérages. Il s'agit juste d'avoir quelques repères afin de ne pas passer à côté d'une personne en difficulté. Je vous rappelle également que chaque personne est unique et la généralité est toujours limitante et simplificatrice. En même temps, dans cette prévention, il ne s'agit pas non plus de devoir s'observer les uns les autres. Juste quelques connaissances supplémentaires à titre d'exemple. Les tests sont à prendre également avec précaution, car ne prennent pas en compte la singularité de chaque situation
et pourrait rendre compte de faux positifs. Chez mes patients, ceux qui arrivent avec « je suis en burn-out » ne le sont pas toujours et présentent d'autres difficultés ressemblant à un burn-out mais ne l'étant pas selon l'organisation psychique. Il peut s'agir par exemple d'une décompensation sur une maniaco-dépression. S'approprier le signifiant burn-out peut être intéressant car il peut permettre de nommer un mal-être plus profond et se protéger de l'angoisse qui envahit. Un signifiant qui se place en bouchon, là où il serait possible de construire une suppléance à un défaut fondamental. Le clinicien ne sera pas dupe. Donc méfiance, n'allez pas au-delà de vos connaissances en matière psy, le doute suffit. Ce qui peut se repérer chez un collègue ou un collaborateur est aussi valable pour vous si vous vous posez la question de vos symptômes. L'épuisement professionnel est un processus qui évolue par stade, dont la durée est variable en fonction de chaque individu. Une personne peut ne pas se rendre compte qu'elle amorce un processus d'épuisement. On me demande souvent s'il existe des profils plus enclins à l'épuisement professionnel. Il ne s'agit pas véritablement de profil, mais de position subjective individuelle qui peut s'établir par la place que prend le travail dans l'ensemble de la vie, la place du travail dans le lien social, l'injonction à répondre favorablement trop souvent à la demande de l'autre, à se montrer également irréprochable. Voilà quelques exemples. En même temps, toute personne dans le travail peut être amenée à rencontrer l'épuisement, mais toutes n'iront pas vers le pire, loin de là. C'est une différence fondamentale. Alors maintenant, ces signes, quels sont-ils ? Une personne qui amorce un processus de burn-out est envahie par le travail. Elle ne parle que de ça. La parole n'a plus de place pour aucun autre espace. Et ce n'est pas de l'ordre de la passion joyeuse. Elle est inquiète à l'idée de ne pas tout faire ou de faire mal. Elle craint les reproches qui pourraient lui être faits sur la qualité, sur sa production, sur la vitesse du délivrable, etc. Elle peut se plaindre des autres qui ne font pas suffisamment, pas autant qu'elle. Elle peut amorcer un excès de contrôle, de vérification, une posture de maîtrise au-delà du nécessaire. Les horaires débordent, les relations se tendent. Aimer son travail et être investi, vouloir le faire le mieux possible n'est pas pathologique en soi. Mais quand cela vient à déborder, quand ça colle trop, quand il n'y a plus le moindre interstice entre soi et le travail, il est temps de se poser des questions. Dans quoi je suis pris ou prise ? Il y a à ce moment un au-delà au principe de plaisir qu'il s'agit d'interroger. Un signe qui doit vous alerter est la fatigue qui ne cède pas au repos. C'est-à-dire que vous êtes autant fatigué le matin que le soir, même si vous semblez bien dormir dans un premier temps du processus, autant fatigué le lundi que le vendredi soir, idem pour les vacances, quand vous vous autorisez à en prendre. Une fatigue qui ne cède pas. Ce point est fondamental, me sert en clinique à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour le repérage du stade de l'épuisement. Vous pouvez être plus irritable, perdre patience, limiter vos liens sociaux, faire disparaître vos activités, car vous n'avez plus le temps. À cela s'associe de manière diffuse un point d'angoisse fixé sur le travail, de ne pas être à la hauteur de l'attendu, d'être en échec, décevoir l'autre, de ne plus répondre correctement à la demande de l'autre, etc. Nous savons grâce à Lacan que l'angoisse surgit quand quelque chose, n'importe quoi, vient apparaître à la place qu'occupe l'objet cause du désir. L'angoisse surgit et va prendre des formes diverses, ce qui va constituer un stade suivant, engendrant le plus souvent des troubles du sommeil, solutions trouvées par la personne pour repasser en boucle ce qui a été fait et ce qui reste à faire, associé au point d'angoisse plus existentiel. Là, on touche la question de l'être. Ce point vient se fixer au manque fréquent chez tout être humain du manque de reconnaissance. Car en effet, cet investissement, cette énergie déployée est difficilement reconnu par l'entourage professionnel. Et quand il l'est,
il est rarement à la hauteur de la faille ouverte par la situation, à la hauteur de l'enjeu psychique. Les maladresses de l'entourage, la non-compréhension de l'autre professionnel, collègue, manager direct, ligne hiérarchique, va venir accentuer le mal-être. Dans les symptômes d'épuisement professionnel se cache une position subjective complexe qui sera à décrypter dans le traitement psychique. Certaines personnes peuvent maintenir un niveau acceptable de fatigue, d'épuisement, parce qu'elles en parlent, arrivent à dire non, alertent sur les causes. Parfois, ce sont les autres qui mettent un stop, les enfants, le conjoint, les amis, qui viennent dire que quelque chose déraille. Plusieurs personnes exposées aux mêmes facteurs ne présenteront pas toutes un épuisement professionnel. Le burn-out est aussi une affaire de rencontre entre des facteurs de travail et des positions subjectives personnelles. Néanmoins, il peut y avoir une véritable exigence managériale à tenir quelle que soit la charge de travail, selon les causes de la charge. La production doit tenir sur les quelques-uns et quelques-unes, et cela peut être un impératif. Dire stop dans ce cas peut s'avérer difficile, voire impossible, sans prendre le risque de la perte de son emploi par exemple, ou de se décrédibiliser. Certains vont néanmoins réussir à stopper et d'autres vont poursuivre le processus. Elles vont continuer à s'épuiser car elles veulent tenir. Car si elles ne tiennent pas, c'est la honte qui apparaît. La honte est un affect qui émerge lorsque l'image que l'individu a de lui-même ne correspond pas aux normes idéales qu'il a internalisées et qui lui proviennent de son histoire familiale, des normes sociales, parfois des normes métiers, parfois aussi de la culture de l'entreprise. C'est une phrase que j'entends souvent. J'ai honte d'être dans cet état et de ne pas pouvoir tenir. Je ne me reconnais plus. Les symptômes physiques peuvent apparaître à ce stade, parfois apparaissent plus tôt. Le manque de sommeil, la prise de poids ou l'amaigrissement, manger mal, grignotage par manque de temps, des nausées, des douleurs musculaires ou troubles musculo-squelettiques, des pleurs spécifiques de débordement, une hypersensibilité. Le corps fatigue, est en surplus et vous rappelle sa nécessité de récupération. Le burn-out est un processus qui vous mentalise. La pensée l'emporte, le corps n'a qu'à suivre. Mais le corps n'a pas forcément décidé de vous obéir. Il veut se faire entendre. Il résiste. Les mots du corps doivent s'adresser à votre médecin traitant. Car à cette occasion, j'ai souvent observé l'émergence de fragilités physiologiques et physiques. Si vous êtes prêt à parler à votre médecin de vos difficultés au travail, il vous proposera sûrement un arrêt, que bien souvent vous refuserez. Il faudra que le corps insiste, à nouveau, pour que vous acceptiez un temps de retrait. Cette ténacité à vouloir poursuivre est tout à votre honneur, mais vous conduit à votre perte, la perte de votre désir à travailler encore et encore. C'est souvent à ce moment que les personnes en burn-out se présentent à mon cabinet. Quand ce n'est pas déjà épinglé et adressé par les ressources humaines, qui vous aura au préalable adressé à la médecine du travail. Je regrette souvent de voir des patients arrivant dans un épuisement professionnel déjà avancé. Je préférerais les rencontrer un peu plus tôt. L'angoisse et la perte dans le burn-out sont des points à saisir dans la clinique. On tient fort par crainte de perdre. L'angoisse est une sorte de partenaire du processus de burn-out. Elle est là, insupportable, et les symptômes physiques font partie des solutions pour pouvoir apaiser l'angoisse, pour ne plus continuer à tenir ce qui devient impossible à supporter. Le vide psychique peut se présenter. Ce sont ces scènes que dépeignent certains patients arrivés à leur bureau incapables d'allumer leur ordinateur. Un cerveau dont les circuits, les connexions semblent grillés. Nous y sommes. Burn, le vide. Les mots viennent à manquer, le corps se consacre au minimum vital de fonctionnement. Le repos s'impose, s'exige. La mise en retrait peut être bénéfique, mais pour certaines personnes, la dépression va se présenter, car l'extraction va constituer un débranchement avec le discours sur le travail, le lien social. Ce débranchement, c'est l'état dépressif. Dans la dépression, le sujet cède, il lâche.
L'état dépressif exprime aussi le retrait de la personne, le mot sujet en psychanalyse, face à l'angoisse. Désarrimé de l'objet travail, le sujet n'arrive plus à se saturer par l'ensemble de ses symptômes. Par expérience, arrivé à ce stade, plus long sera le chemin du retour. Car imaginez quelqu'un de complètement surinvesti sur la question du travail qu'on extrait subitement. C'est-à-dire que à ce moment-là, l'état dépressif a de fortes chances de se présenter. Bowlby donne une définition particulièrement pertinente que nous pouvons adapter à l'épuisement professionnel. Tant qu'il existe des échanges actifs entre nous-mêmes et le monde extérieur, que ce soit par la pensée ou par l'action, notre vécu subjectif n'est pas celui de la dépression. L'espoir, la peur, la colère, la satisfaction, la frustration, n'importe quelle combinaison de ceux-ci peuvent être ressentis. C'est quand l'échange cesse que la dépression survient et peut se poursuivre, jusqu'au moment où de nouveaux modèles d'interaction s'organisent par référence à un nouvel objet ou but. C'est exactement ce qui se passe dans le burn-out. Car dans la nécessité du retrait de la personne de son travail, par impératif de repos et de distance, elle perd ses interactions, certes trop investies, mais le manque soudain de surinvestissement, la perte provisoire de tout échange professionnel va contribuer à la dépression. C'est un paradoxe fondamental que j'ai relevé dans le burn-out. La personne, certes, doit s'arrêter, se mettre à distance, trouver du repos, se décoller et en même temps ne pas se retrouver dans la perte d'une partie de ses échanges actifs entre elle et son monde professionnel. Comment résoudre ce paradoxe? En fait, tout arrêt devrait s'accompagner d'un travail thérapeutique afin d'éviter l'état dépressif, car à son thérapeute, à son psychologue, il pourra continuer à parler du travail, il pourra subjectiver son travail et ce sera aussi l'occasion de pouvoir réorganiser son rapport au travail. C'est aussi l'occasion de s'apercevoir que cette rencontre entre vous et votre poste de travail et ses conditions d'exercice ne vous conviennent plus, par exemple, que vous étiez trop assigné à la contrainte, que vous répondiez trop souvent oui à la demande de l'autre, etc. C'est très variable, mais intéressant de s'y pencher sérieusement. C'est aussi l'occasion d'exprimer des éléments inexprimables de l'expérience. Plus le processus est pris tôt, plus vous éviterez de vous retrouver dans une impasse. Quand je dis impasse, c'est vraiment impasse, certes subjective. En parlant de votre expérience, des solutions émergeront afin de retrouver un équilibre, la bonne distance entre vous, le travail et les autres, et de remanier peut-être quelques aspects de votre vie. J'en termine pour cet épisode. Je reviendrai sur cette question. Je vous dis à très bientôt.